il est quand même très très étonnant sur CNews ou sur Europe 1 de voir que les violences sexistes et sexuelles sont traitées principalement quand la personne est sous OQTF ou quand la personne n'est pas blanche et française. Vous êtes présidente de MeToo Média. Pouvez-vous nous parler de cette association ? MeToo Média a été créé en fin 2021. L'Assemblée générale constitutive a été faite le 11 novembre, juste après la une de Libé. La fameuse une de Libé, on était 7 à montrer nos visages. Et on est paru au journal officiel le 12 décembre 2021. Donc on a, à date, là on a 3 ans, quoi. Et MeToo Média a donc été créé par des victimes de PPDA, initialement. Aujourd'hui on a beaucoup dézoomé, mais initialement on est toutes victimes de PPDA. Et pourquoi on a créé cet asso? C'est parce qu'on était à l'époque toutes journalistes, ce qui n'est plus du tout le vrai aujourd'hui, mais à l'époque on était toutes journalistes. Et c'est pour ça que quand on a vu qu'on était classé sans suite dans la première enquête préliminaire où Florence Porcel a été classée sans suite aussi, il y a une sorte de colère qui nous a prise. On s'est dit, si nous journalistes, avec les réseaux qu'on a, on ne renverse pas le MeToo en France, mais qui va le faire? Et donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit on va faire la une de Libé, qu'on a contacté Libé, donc Jérôme Le Filiatre et Andy Atkin, qui a eu ses 8 pages, le Libé le plus vendu ever au monde. On s'est fondé pour libérer la parole dans la presse et dans les milieux de la culture, parce qu'on fait toute la culture, hein. Théâtre, cinéma, danse, chorale, la maîtrise des Hauts-de-Seine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est nous aussi. Il y a un très gros accueil de la victime à MeToo Média, donc victime dans le monde de la culture et des médias. Après, il y a toute la médiatisation quand on peut, ça c'est vraiment mon rôle à l'association, et puis changer la loi aussi. Comment réagissez-vous à l'agression commise par Pierre Ménès sur le plateau du Canal Football Club en août 2016 ? La cravate rose, elle est là. Me faire rouler une pelle par Pagadelli, c'est fait. Me faire pourrir par un joueur, c'est fait. Alors je vais faire un truc plus original. Tiens, viens toi. Voilà. Je vais faire un truc super bien. Viens. Voilà. Je vais offrir des fleurs à Isabelle. Ah bah pour une fois. Cette séquence, elle date de l'ancien monde. Le monde où on appelait ça un baiser volé, le monde où tout le monde applaudit, le monde où sur le plateau personne ne réagit, le monde où cette journaliste n'a pas d'autre choix que de participer, que de sourire, parce que tout le monde applaudit derrière, tout le monde a dit le bisou, le bisou. Cette séquence, elle ne devrait pas exister. Elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire la minimisation des actes d'agression sexuelle. Parce que ce à quoi nous venons d'assister, c'est une agression sexuelle, quoi qu'en pense Pierre Ménès, quoi qu'en pensent les gens qui étaient dans le public, quoi qu'en pensent les gens qui ont regardé cette émission ce jour-là. C'est une agression sexuelle et ça n'est plus possible. Justement, est-ce que vous avez entendu parler du documentaire de Marie Portolano ? Je l'ai vu. Vous l'avez vu. Et avez-vous vu le passage qui a été censuré et qu'on retrouve sur le site Les Jours, où on voit la réaction de Pierre Ménès quelques années plus tard, qui minimise complètement les faits. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? La réaction de Pierre Ménès par rapport à Marie Portolano est la réaction de tous les mis en cause aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils renversent la culpabilité et ils se victimisent eux-mêmes. Ce sont eux qui sont victimes de la vindicte des méchantes femmes. Ce sont eux qui sont victimes de MeToo, parce que bien sûr, MeToo va trop loin. Eux, ils voudraient rester dans ce monde patriarcal où les hommes disent ce qu'ils veulent, où les hommes font ce qu'ils veulent, où les hommes peuvent embrasser une femme, lui toucher les fesses, lui toucher les seins, sans son consentement. Mais ce monde-là, il va bien falloir qu'il se termine. Ce monde-là, c'est l'ancien monde. Et c'est ce à quoi nous travaillons, nous, les féministes, nous particulièrement à MeToo Média. Et on a justement une formation qu'on délivre dans les écoles de journalisme, dans les rédactions, dans les boîtes de prod, pour prévenir ces comportements et pour apprendre aussi à les traiter médiatiquement, à ne pas appeler un baiser volé une agression sexuelle, par exemple.
Est-ce que vous avez essayé de rencontrer Pierre Ménez Pardon. Oui. Avec lui sur... Je ne veux pas rencontrer Pierre Ménès. Non, je n'ai pas essayé de discuter avec lui. Ce serait intéressant, cela dit. Honnêtement, si une rencontre était provoquée entre moi, par exemple, ou tout autre féministe, et Pierre Ménès, ce serait intéressant. Mais les arguments, on les connaît déjà par cœur, parce que les arguments de Pierre Ménès, ce sont les arguments de Nicolas Hulot, ce sont les arguments de Gérard Depardieu, ce sont les arguments de Patrick Poivre d'Arvor, ce sont les arguments de Coé. Voilà, on les connaît, tous ces hommes-là à l'association, on les connaît dans nos combats, et ils ont exactement la même ligne de défense. Et dans cette ligne de défense, il y a notamment les procédures bâillons, c'est-à-dire porter plainte pour dénonciation calomnieuse ou pour diffamation contre les plaignantes. Aujourd'hui, plus personne n'est dupe de ces procédures, la justice non plus, les médias non plus, ça fait du bien. Mais pourquoi pas rencontrer Pierre Ménès, que je lui raconte ce que c'est qu'une victime. Et moi, sans avoir rencontré Pierre Ménès, on rencontre beaucoup de gens qui ne comprennent pas, des hommes ou des femmes, hein. Et ce qui clôt très rapidement le débat en général, c'est que je raconte, moi, mon agression sexuelle par PPDA dans son bureau de TF1. Je raconte exactement ce qui m'est arrivé. Et là, ça calme tout le monde. Et je crois qu'en libérant notre parole et en racontant ce que nous vivons, nous, les victimes ou anciennes victimes, on a moyen de faire changer cette société. Mais on ne la changera pas à nous tout seuls. Et c'est pour ça que le slogan de MeToo Média, c'est « Il faut passer de MeToo à WeToo ». MeToo, moi je suis une victime, j'ai porté plainte, j'ai libéré ma parole dans les médias et dans mon association. À WeToo, vous n'êtes peut-être pas une victime, mais forcément vous êtes concerné par le sujet, puisque statistiquement autour de vous, vous connaissez quelqu'un qui a été victime. Une femme sur 3 dans le monde a été ou sera victime de violences sexistes et sexuelles, d'outrage sexiste, de harcèlement, d'agression ou de viol. Et ça peut vous arriver. Donc il faut que toute la société se sente concernée et il faut qu'on embarque tout le monde parce qu'on ne fera pas un changement de société juste nous, les victimes. Ça ne marchera pas. Donc voilà, il faut passer de MeToo à WeToo. Et il faut que MeToo aille plus loin que ça. Il y a vraiment une urgence MeToo. Vous parlez de l'ancien monde. Peut-on considérer que ce monde est révolu ? C'est vrai que j'ai tendance à parler assez rapidement de l'ancien monde, alors que depuis 2 ans, on est en plein backlash MeToo, ce qui veut dire retour de bâton. On a une montée en force des masculinistes, notamment sur les réseaux sociaux. On a une montée en force du masculinisme chez les femmes, notamment. MeToo irait trop loin, MeToo manquerait de nuances. Là, spontanément, me viennent en tête les ouvrages de Caroline Fourest, de Sabine Procoriste, de François Bégodeau, qui sous couvert de nuances, finalement, participent à ce backlash et à cette culture du viol qui minimise absolument tout. Donc il y a l'ancien monde, mais on n'est pas encore dans le nouveau monde. On est dans cette espèce de transition. On savait qu'il y aurait un backlash, hein, c'est des mouvements de balancier, voilà, ça fait comme ça. Actuellement, voilà, et à un moment, ça va trouver un juste milieu. Et ce backlash est particulièrement très très fort en France, parce que nous, on doit être un pays particulier, avec beaucoup de tolérance pour les comportements sexistes et sexuels. Et nous, on n'arrive pas à faire notre MeToo en une seule fois. Il y a beaucoup de pays qui l'ont fait en une seule fois. Le Canada l'a fait, les États-Unis, l'affaire Weinstein a fait que les États-Unis ont basculé dans l'ère post-MeToo. Et nous, c'est un MeToo de l'aller-retour. Charlotte Arnoux, pour le cinéma, pour Depardieu, a parlé en 2018. Adèle Haenel s'est levée. Plusieurs victimes ont parlé dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la critique de cinéma, dans le milieu de la photo, dans le milieu du théâtre, dans le milieu de la presse, évidemment. Nous, les victimes de PDA, on s'est quand même élevés en pensant qu'on arriverait à renverser le MeToo en France. Force est de constater que nous n'avons pas réussi. On continue de se lever dans différents endroits. Le monde de la musique classique en ce moment bouge énormément. La maîtrise des hautes scènes, c'est un cas emblématique, mais ce n'est pas le seul. Et tous ces MeToo cumulés, eh bien non, on n'arrive pas encore à faire le MeToo en France. D'où la demande de loi intégrale qui a été faite par MeToo Média, suivie par la Fondation des femmes et par toutes les associations féministes,
pour que nous aussi on change notre système de loi. D'autres pays l'ont fait, l'Espagne, qu'on a beaucoup suivi depuis la France, mais pas que. Quasiment tous les pays européens aujourd'hui ont une loi qui condamne les mises en cause. Et si je prends l'exemple de la Suède, qui a changé sa loi en 2017, si je ne me trompe pas, la Suède avait les mêmes chiffres que nous au départ. C'est-à-dire que 94% des mises en cause n'étaient pas condamnés, ils étaient classés sans suite, pour tout un tas de raisons, de manque d'enquête, de manque de moyens, de manque de preuves. Mais classé sans suite ne veut pas dire blanchi. Classé sans suite veut dire la justice a quand même tendance à vous croire madame ou monsieur la victime, mais on n'a pas les moyens de vous emmener au procès. Donc on est obligé de classer sans suite. Et les mises en cause disent j'ai été blanchi. Mais pas du tout. Et en Suède, aujourd'hui, ils arrivent à condamner 86% des mises en cause parce qu'ils ont fait passer une loi intégrale, une loi comme celle qu'on réclame avec plus de 100 propositions, qui condamne enfin. Et qui puisse rendre justice aux plaignantes et surtout une justice qui soit plus juste. C'est ce à quoi nous travaillons. Et quelles sont les mesures phares de cette loi intégrale ? Oh là là, il y en a plein. Une des mesures phares de cette loi intégrale serait par exemple, comme en Espagne, d'avoir des tribunaux spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles. Le parcours judiciaire de la victime, franchement, il est horrible. Il est horriblement long, il est horriblement cher, et quand le prédateur ou la mise en cause est connu, il y a encore toute la partie médiatique qu'il va falloir assurer. Et souvent, les personnes qui portent plainte ne sont pas des personnes connues. Elles n'ont pas l'habitude des caméras. Elles n'ont pas l'habitude des meutes de journalistes. Quand j'étais au procès de Pardieu le 28 octobre dernier, alors il n'est pas venu parce qu'il était malade. Et donc pendant que Depardieu jouait le malade imaginaire, un des meilleurs rôles de sa vie, les victimes, elles étaient là. Et les victimes, ce sont les petites mains des plateaux de tournage, ce sont les ensemblières, les décoratrices, les assistantes de réalisation. Elles n'ont pas l'habitude de toute cette médiatisation à outrance, parce que c'est Depardieu par exemple, ou parce que c'est PPDA. Et il faut tenir sur la longueur. Elles n'ont souvent pas l'argent pour payer ces procédures-là ou pour se payer les meilleurs avocats. C'est en ça que MeToo Média, on peut aider aussi, et pas seulement nous. Et puis il faut tenir sur la longueur, il faut que le moral y tienne. Et puis elles ont des enfants, souvent elles ont perdu leur travail, parce que tout le milieu les rejette. Voilà, donc une des demandes, par exemple, c'est ça, ou que les experts soient vraiment des experts psy. La première analyse psy, elle est toujours pour la victime. Pourquoi elle n'est pas pour le mis en cause ? C'est quand même fou, ça. Voilà, il y a 100 propositions que l'on fait comme ça. C'est les deux premières qui me viennent spontanément, mais il y en a 98 autres quand même. Qu'est-ce qui bloque en France pour faire passer cette loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles ? Alors déjà, il y a un débat autour du consentement. Au départ, les associations féministes voulaient beaucoup que le consentement soit dans la loi. Et c'est une vraie question. Effectivement, aujourd'hui, la définition du viol en France, on est violé quand il y a eu pénétration Pardon, je recommence. On est violé quand il y a eu pénétration par violence, surprise, menace ou contrainte. Et donc, le consentement n'est pas évoqué. Or, si on met le consentement dans la loi, on peut se dire c'est super, parce qu'il va falloir que le mis en cause puisse prouver qu'elle était consentante. Mais ça va être aussi à la victime de prouver qu'elle n'était pas consentante. C'est quand même compliqué. Et pourquoi on demande une loi intégrale ? Parce qu'on veut renverser la loi. On voudrait fonctionner à l'américaine, à la canadienne, que ce soit le mis en cause qui prouve qu'il est innocent et que la victime était consentante. Or, aujourd'hui, on fait peser tout ça sur les victimes. Et nous, les victimes, et j'ai été la première à le faire, on a tendance à détruire les preuves. Moi, quand PPDA m'a harcelée en m'envoyant des textos dégueulasses, des coups de fil dégueulasses, heureusement que je les ai montrés à mes parents qui se souviennent très bien de ça, mais j'ai tout effacé. Parce que je ne voulais pas, ça poissait. Et puis à aucun moment j'ai pensé que je porterais plainte 12 ans plus tard et qu'on me croirait. À aucun moment, en 2008. Donc il faut aussi un ministre de la Justice qui soit pour ça. Du temps de Dupond-Moretti, bon là c'était l'avocat anti-MeToo, le ministre anti-MeToo. C'était compliqué. Pourtant, il a permis aux prescrites de porter plainte. C'était quand même une avancée. Et nous, on l'alerte en disant ça ne va pas suffire. Il faut changer toute la loi. Notre autre problème pour changer la loi, c'est pas un petit problème, c'est un problème qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est donc président de la République. Et Emmanuel Macron a une fascination
visiblement pour les mises en cause, puisqu'il est venu nous dire à nous, les féministes, qu'il a regardé Gérald Darmanin les yeux dans les yeux, qu'il a regardé Nicolas Hulot les yeux dans les yeux, qu'il a eu Gérard Depardieu au téléphone et qu'il les croit, il les soutient. Il a réussi à nous dire quand même en décembre 2023 que Gérard Depardieu était la fierté de la France, ce qui a eu le don de nous horripiler, évidemment. On lui a écrit une lettre à MeTooMédia dans le journal Le Monde, quelques jours après, en lui disant « Monsieur le Président de la République, vous avez validé au plus haut sommet de l'État la culture du viol. » Et dans cette lettre, on lui a parlé des victimes. On lui a parlé de ce que c'était que d'être une victime. On lui a rappelé comment fonctionnait la loi dans son pays, parce qu'il n'avait pas l'air très au courant. Et qu'il ne pouvait pas être le président des mises en cause quand il s'est posé comme le président qui allait changer les choses pour l'égalité femmes-hommes. Et voilà, président qui aujourd'hui nous a retiré le ministère d'égalité femmes-hommes, soit dit en passant. Donc on a un problème qui s'appelle Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout MeToo, qui ne comprend rien à ces sujets, qui n'écoute pas ses conseillers, qui sont un peu plus alertes visiblement. Et tant que Macron ne nous reçoit pas, j'ai demandé à être reçu à l'Élysée, tant que Macron ne nous reçoit pas, ça va être compliqué. Tant qu'il continue de décerner des légions d'honneur à des gens qui ne les méritent pas ou qui ne retirent pas des légions d'honneur à PPDA ou à Depardieu, ça va être compliqué. Il a répondu à la lettre ? Non. Ah, voilà. Évidemment, il n'a jamais répondu à la lettre. Et ce qui est drôle avec cette lettre, c'est qu'initialement, c'était le premier fait d'armes de MeTooMédia dans les médias. Donc nous, on avait signé MeTooMédia et on n'avait pas ouvert à signature. Sauf qu'on est tombé pendant Noël. Et le journal Le Monde, qui a tout de suite pris cette tribune, a, pendant ses 48 heures de vacances, oublié de fermer le robinet à signature. Et quand ils sont revenus au bout de 48 heures, ils m'ont appelé en disant « Écoutez, il se passe un truc. Les gens se sont saisis de votre tribune et les signatures affluent. » Et je dis « Bon, laissez-les affluer. » Donc on a eu quelques personnalités, une quinzaine de personnalités qui ont signé. Mais plus important, on a eu 7200 signatures. On a fini par fermer le robinet. Au bout d'un moment, c'était démentiel. De personnes, ça allait de 16 ans à 102 ans. Tous les métiers, toutes les couches de la société qui sont venus nous dire « Merci d'avoir écrit cette lettre au président Macron, on est avec vous ». Et là, ça dit quelque chose de notre société, malgré le backlash. Que pensez-vous des violences sexistes et sexuelles qui ont lieu régulièrement sur le plateau de TPMP ? TPMP est un problème. Hanouna est un problème qui a de l'audience, un problème qui a de l'influence. On l'a vu plusieurs fois recevoir sur son plateau des plaignantes, et permettez-moi de dire en tant que militante associative des victimes, et elles se font vraiment maltraiter absolument. Je pense aux victimes de Stéphane Plaza, qui ne sont pas allées sur le plateau, mais qui souhaitaient rester anonymes, et en plein direct, Hanouna les a outées, c'est-à-dire qu'il a donné leur nom et leur prénom. Il venait de recevoir un texto de Stéphane Plaza, qui lui avait tout intérêt à ce que les victimes sortent de leur anonymat, et comme il aime beaucoup Plaza, il a outé. Cyril Hanouna soutient Gérard Depardieu. Il y a quelques semaines, c'était autour du procès Depardieu, une semaine avant le procès Depardieu du 28 octobre, il a reçu le nouvel avocat alors de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous, et il l'a laissé déployer tout son argumentaire et tous ses mensonges, surtout sur le plateau, sans que personne ne réagisse. Il a dénigré les victimes. Ça, c'est aussi leur seule ligne de défense. Quand un dossier est vide, on dénigre les victimes. Il a dénigré Charlotte Arnoult. Il a dénigré les victimes qui étaient sur le tournage des Volets Verts. Il a été extrêmement violent, extrêmement agressif. Il a beaucoup menti sur des points de droit que Hanouna ne maîtrise pas du tout. Beaucoup menti. Et on lui a laissé une parole totalement libre. Il y a effectivement des copains. Hanouna, il ne cache pas qu'il est copain avec Plaza, qu'il le croit innocent. Il ne cache pas qu'il est copain avec Coé, avec Depardieu, avec Macron, dans un autre style. Et oui, c'est très problématique parce qu'ils vont systématiquement mettre en pièces la victime. C'est une boucherie en fait, cette émission. C'est une boucherie. Quel intérêt de faire ça? Quel intérêt de dénigrer les victimes? C'est pour sauver les soldats. Sauver le soldat Coé, sauver le soldat... On cherche toujours à sauver les soldats. Morandini, sauver le soldat PPDA, sauver le soldat Depardieu, sauver ceux qui ramènent de l'argent, quoi. Ceux qui ont du pouvoir.
et essayer d'écraser les victimes comme on écrase un moustique. C'est pour ça qu'à MeToo Média, on met un veto sur cette émission. On n'y va pas, on suggère, on ne défend pas, on ne peut pas défendre une victime d'y aller, mais on suggère aux victimes que l'on représente de ne surtout pas y aller. Et on choisit les médias fiables, les gens qu'on connaît. Quand on met une victime sur un plateau télé ou devant une caméra, c'est qu'on connaît parfaitement les journalistes, on sait avec qui on travaille, ce sont des personnes fiables, qui enquêtent, qui travaillent, qui ne mettront pas mal la victime, qui ne la décrédibiliseront pas. Et Hanouna, c'est tout le contraire. C'est du spectacle, c'est du cirque. Il n'en a rien à faire au fond. Il se sent le roi et c'est Bolloré qui lui confère ce pouvoir. Que pensez-vous, de manière plus générale, du traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles dans les médias Bolloré ? Le traitement des violences sexistes et sexuelles dans la galaxie Bolloré est extrêmement problématique. Il est quand même très étonnant sur CNews ou sur Europe 1 de voir que les violences sexistes et sexuelles sont traitées principalement quand la personne est sous OQTF ou quand la personne n'est pas blanche et française. Alors il y a un tropisme pour le mis en cause étranger qui est pas du tout raccord avec la proportion d'étrangers dans les violences sexistes et sexuelles. La plupart des violeurs en France sont des Français blancs, qu'on le veuille ou non. Et dans 91% des cas, ce sont votre père, votre grand-père, votre frère, votre cousin, votre voisin, votre collègue du travail. C'est dans 91% des cas, la victime connaît son agresseur. Or, dans les médias Bolloré, appelons-les comme ça, dans la sphère Bolloré, on va privilégier les 9%, c'est-à-dire le crime avec un couteau le soir dans un parking, le crime cinéma, celui que Hollywood nous a vendu, celui que le cinéma nous a vendu, et de préférence donc par un étranger. Et ça, c'est problématique. Et c'est intéressant de voir ce gros procès Pellico, le fameux procès des viols de Mazan, justement est en train de retourner l'histoire en France, puisqu'on a l'impression que le grand public et les médias découvrent que les victimes, ce sont des gentils maris et des super papas et des super moniteurs de sport, des gens que tout le monde adore dans leur entourage. Mais ces gens-là, ils ont violé Gisèle Pellico. Et c'est souvent ça, en fait. Il n'y a pas de monstre, ça n'existe pas. Les violeurs sont des gens qu'on connaît et qu'on aime. Et ça, les médias Bolloré, alors ça ne leur parle pas du tout. Hein. Vraiment, c'est compliqué pour eux. Pour Bolloré, les violences sexistes et sexuelles, d'abord n'existent pas, on va commencer par là, ou alors comme une arme dont il va se servir pour servir son dessein à lui. Son dessein à lui, c'est d'amener l'extrême droite au pouvoir, d'aider à ça, avec ses moyens à lui, et son moyen à lui, c'est l'argent. C'est racheter des médias pour contrôler la pensée mainstream, pour influencer les gens influençables. Et les gens sont influençables. Et petit à petit, ils grignotent en favorisant la culture du viol, par exemple, en disant, par exemple, en favorisant des discours, donc, non mais c'est qu'une main au cul, non, c'est une agression sexuelle. Non mais elle dit qu'elle a été violée, mais c'est pas vrai, les victimes font ça pour l'argent, pour être connues, etc. Toutes ces petites phrases qu'on entend, elle portait une jupe, qui participent à la culture du viol, eh bien ces phrases-là, on les répand beaucoup dans les médias Bolloré. On les laisse fleurir sur les plateaux télé, en invitant des gens qui polémiquent là-dessus. On les laisse fleurir avec des essais, comme celui de Caroline Fourest, le vertige MeToo, auquel je ne voudrais pas faire de la pub, mais qui d'abord est truffé d'erreurs, notamment sur l'affaire PPDA, mais pas que, et qui surtout, sous couvert de mettre de la nuance, vient en réalité participer à cette emprise de Bolloré sur nos cerveaux et sur notre mode de pensée. Donc oui, il se sert des violences sexistes et sexuelles pour servir son dessein, mais comme il se sert du racisme, comme il se sert de tout un tas d'autres sujets, de l'immigration, voilà. Mais les VSS en fait partie. Est-ce que vous voyez une différence entre la galaxie Bolloré et d'autres milliardaires, d'autres groupes de presse ? Ah oui. Dans les médias publics, sur la télévision publique, par exemple, si on prend le groupe France Télévisions, on a quand même une certaine liberté de parole sur les violences sexistes et sexuelles. Les journalistes sont de plus en plus formés. Je prends 2 cas d'école.
envoyé spécial sur Nicolas Hulot, complément d'enquête sur PPDA, complément d'enquête sur Depardieu, complément d'enquête sur Hanouna. Ils font quand même à peu près ce qu'ils veulent, à condition évidemment que ce soit fait de manière très journalistique, que le contradictoire soit respecté, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça que à charge, on est aussi obligé de faire à décharge quand on est journaliste. Donc on fait un documentaire sur PPDA, évidemment qu'on va aller demander son avis à PPDA. Après, il ne veut pas répondre, ça le regarde. Il fait répondre l'avocat à sa place, ça le regarde. Mais je trouve que le service public a quand même pris le virage MeToo parce qu'il n'a pas eu le choix. Et de plus en plus, je trouve que les journalistes interviewent en ayant connaissance des sujets. Je vois la différence. Moi, il y a 3 ans, je suis journaliste en télévision. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Et puis, il y a 3 ans, c'est moi qui suis interviewée dans l'affaire PPDA. Et ça a été très problématique. Mes confrères et mes consoeurs nous interviewaient très très mal. Nous demandaient par exemple de raconter là comme ça notre viol ou notre agression sexuelle devant eux, alors qu'on l'avait déjà raconté dans Libération, dans différents médias. Au bout d'un moment, non, on ne réactive pas le trauma en fait. Ne me posez pas cette question, je ne vais pas raconter. Et ils se sont affûtés au fur et à mesure. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis beaucoup dans les médias pour MeToo Média, je ne suis plus interviewée de la même manière du tout. Il y a un respect de la victime et de la plaignante. Il y a une connaissance bien plus pointue, surtout chez les jeunes générations. Il y a un intérêt pour la chose et il y a une douceur qu'il n'y avait pas avant. Mais pour autant, ils posent leurs questions, mais c'est mieux formulé. Donc on a une différence. Et typiquement, dans les médias de service public, d'autant plus dans les médias de service public. Et je ne pense pas que c'est juste le travail de MeToo Média ou des associations féministes. Bien sûr que c'est notre travail, évidemment. On est très présent sur les réseaux sociaux, très présent, j'ai envie de dire, dans la vraie vie aussi. Mais ils se forment. Ils se forment. Ils ont une obligation de formation. Les syndicats sont très à l'attaque aussi là-dessus. Il y a des cellules de veille sur les violences sexistes et sexuelles qui se mettent en place, parce que l'employeur a des devoirs, a des droits et devoirs vis-à-vis de ses salariés sur les violences sexistes et sexuelles. Donc ça commence à bouger. Mais dans les médias publics. Parce que si je prends M6, par exemple, ils n'ont toujours pas viré Stéphane Plaza, M6, alors qu'ils devraient. Stéphane Plaza est accusé pour des violences conjugales, mais toutes ses compagnes, il les a recrutées sur son plateau. Ce sont soit des anciennes invitées de son émission immobilière, soit des anciennes assistantes de production. Donc il les a recrutées sur le lieu du travail. À partir de ce moment-là, M6 est mouillé. M6 devrait appliquer le droit du travail et ne pas attendre le pénal. Ce sont 2 droits différents. Pour autant, M6 n'en a strictement rien à faire, puisque M6 continue de le mettre en prime time à l'antenne. Ce qui va peut-être nous sauver sur Plaza, c'est que les audiences commencent à s'effondrer. Et parce qu'il fera peut-être moins d'argent, peut-être qu'ils finiront par nous entendre. Mais pour l'instant, tant qu'il ramène des millions, aussi bien avec ses émissions qu'avec les agences immobilières dont M6 est actionnaire, on ne s'en sortira pas. Pourquoi les VSS sont-elles souvent minimisées dans les médias Bolloré ? La minimisation du trauma de la victime, la banalisation de la culture du viol, ce sont des armes. Ce sont des armes couramment utilisées, alors de manière consciente ou pas, hein, parce que je prends le plateau d'Hanouna. Il crée des coups médiatiques. Il va donner la parole principalement soit aux agresseurs, soit aux avocats des agresseurs, soit aux victimes, mais pour se payer de la victime. Et ce plateau devient une boucherie. Et il participe amplement à la banalisation des violences sexistes et sexuelles et à ce qu'on appelle donc plus généralement à cette culture du viol qui fait que, bon, finalement, elle l'a bien cherché. Dans les médias Bolloré, et là je pense particulièrement à CNews ou à Hanouna, c'est pas que le trauma de la victime est minimisé, c'est qu'il n'existe pas. En fait, ça n'existe pas. La mémoire traumatique n'existe pas. Moi, par exemple, je ne me souviens pas du tout de mon agression par PPDA. Je me souviens du début et à un moment, trou noir. Parce que mon cerveau disjoncte pour me protéger. Tout ça a été prouvé par des IRM. Ça s'appelle l'état de sidération et de dissociation. Mais toutes ces nuances-là, ça les intéresse pas du tout. Puisque la victime ment, puisque la victime fait ça pour la gloire et pour l'argent, donc il ne lui est rien arrivé. Donc toutes ces histoires de sidération, de dissociation, de trauma, de résurgence du trauma, tout ça, ça leur passe complètement à côté. En fait,
Ils s'en fichent. Ils s'en fichent de réactiver le trauma. Quand ils laissent, par exemple, Maître Assous, l'avocate de Depardieu, s'étaler généreusement pendant de très très longues minutes chez TPMP, chez Hanouna, pour décrédibiliser Charlotte Arnoult, ils ne savent pas que moi j'ai Charlotte au téléphone à ce moment-là qui me dit j'ai envie de me jeter sous un train. Ils ne savent pas que moi je lui dis Charlotte, arrête de regarder ces conneries, c'est une boucherie. Mais parce qu'elles regardent toutes, parce qu'elles essayent de contrôler le peu qu'il leur reste à contrôler, de voir ce qu'ils se disent sur elles. Elles n'arrivent pas à ne pas regarder. Et je le comprends tellement, je ferais la même chose en réalité. Mais ça, ils en ont rien à faire. Et moi je leur dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Le jour où il y a une victime qui se jette sous un train ou à qui arrive quelque chose, ce sera de votre faute. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent pas. Ils répondent pas. Ils se sentent pas concernés. C'est pas leur affaire. Eux, ils ont fait de l'audience. Donc les victimes... Bolloré, c'est une sorte de tyran, en fait. On va pas se mentir. Hein. Il met sous sa coupe des gens en les payant très cher. Des gens qui sont d'accord sans doute avec ses idées, d'autres qui le sont peut-être moins, mais quand on est payé très cher, on met son mouchoir dessus. Il rachète des beaux médias, il rachète Europe 1, il rachète une belle maison d'édition comme Fayard, par exemple, ou Grasset. Il crée sa propre chaîne, CNews. Moi, je ne vois pas comment on lutte contre ça et comment... nous, on fait tout pour que ça freine, on fait tout pour que ça ralentisse, on fait tout pour embarquer la société j'allais dire du bon côté, mais du côté de la lumière, du côté de la justice, du côté aussi de la morale. On nous reproche d'être moralistes, les féministes, mais encore heureux. On fait tout pour, on y croit, mais en réalité, je ne sais pas si on va y arriver. Il est inarrêtable, en fait, Bolloré? Il a de l'argent à volonté. Voyons ce qui pourra arrêter Bolloré, mais je remercie d'avance la personne qui y arrivera. Nous, on lutte avec nos tout petits moyens de bénévoles, de femmes qui travaillent moins parce qu'on est engagés. Donc les emmerdeuses, on ne les embauche pas, hein, croyez-moi. Et je me mets là-dedans. Voilà, nous, on est là avec nos petits pouvoirs, avec... nos petits budgets de rien du tout, on a des familles à faire manger, on essaie d'avoir des jobs, on essaye de... Et puis en face de ça, on a Bolloré, quoi. Pour qu'on puisse continuer à interviewer des personnalités largement invisibilisées sur les plateaux télé des milliardaires, soutenez-nous.